Alors, bienvenue à tous dans cette troisième édition des soirées Coécrivons demain. Le but de ces soirées, à la base, c'était un jeu de société poétique pour coécrire l'avenir, sur le pouvoir des mots et des rêves pour imaginer et écrire l'avenir ensemble. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une première partie qui est une table ronde avec des speakers inspirants sur chacun leur domaine de prédilection. Et ensuite, on passe sur un atelier collectif de coécriture du monde de demain, avec un voyage poétique participatif où vous êtes amené à écrire des œuvres poétiques en groupe et ensuite à les exposer, les déclamer devant tout le monde. Ce soir, exceptionnellement, on va faire juste la partie en fait, du panel d'intervenants, donc une longue session de questions-réponses suivie par une ouverture de la parole publique à vous. Alors, la thématique ce soir, en fait, est sur les peuples premiers, le retour à l'essentiel des peuples racines. C'est toute la thématique, en fait, toute la semaine est sur cette thématique-là. Et en fait, le but est de regarder comment est-ce que notre société moderne, qui est à la fois dépoétisée, déspiritualisée, déconnectée de la nature, peut regarder comment elle peut apprendre en fait des sociétés passées, des sagesses ancestrales, des apprentissages de vie, des modes de vie, des philosophies de vie, et de toute cette connexion en harmonie avec la planète qu'on peut voir de ces peuples premiers, et ce qui pourrait nous apporter aujourd'hui, et surtout également comment est-ce qu'on peut les aider à être mieux préservés aujourd'hui. Il y a 370 millions de peuples indigènes ou de personnes de peuples indigènes qui vivent aujourd'hui sur cette planète. Donc voir comment est-ce qu'on peut à la fois mieux vivre en harmonie avec eux et puis voir comment eux vivent davantage en harmonie avec la planète que nous le faisons. On a la chance aujourd'hui d'avoir 4 intervenants plus un qui est un poète qui viendra nous réciter un poème tout à l'heure. Alors Sabah Rahmani, qui est journaliste pour Kaizen, qui est anthropologue et auteur du livre Paroles des peuples racines, un plaidoyer pour la terre, qui sera en dédicace là-bas tout à l'heure, préfacé par Pierre Rabhi, qui nous parlera de son parcours aussi tout à l'heure. Anne Pastor, qui est journaliste, productrice de documentaires sur France Inter, dont Voyage en terre indigène, et cofondatrice de la plateforme documentaire La Voix des femmes autochtones. Et c'est elle qui présentera son exposition de femmes portraits, qui est juste derrière ce rideau, en fait, à la fin de cette table ronde. Ensuite, nous avons Lucas Staffin, qui est là-bas. On dit Taffin ou Taffine Taffin. Taffin, ok, pardon. Alors, Lucas Staffin, président et directeur des projets de l'association Human Connect, qui œuvre pour la protection des foyers de biodiversité. Donc vous verrez un petit peu ce qu'il fait en fait à travers son association. Et enfin Damien Deville, qui est anthropologue de la nature et cofondateur de Aya. Tous ont de sublimes parcours, vous allez voir ça. Et je vais commencer par juste une question très très large. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter un petit peu vos activités respectives, qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes animé par cette quête de sagesse et de d'essence des peuples indigènes, pourquoi est-ce que vous êtes allé à leur rencontre, qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter dans le monde avec et grâce à eux. Alors je vous laisse répondre dans l'ordre que vous souhaitez, tous les 4. Ça part souvent d'une histoire personnelle, d'une légende personnelle, comme on dit. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai fait des études d'anthropologie et je suis allée pour mon premier terrain vivre dans une communauté des Indiens Aymara en Bolivie, sur l'altiplano. Et c'est vrai que ce qui m'avait tout de suite touchée, c'était que j'avais retrouvé un petit peu le mode de vie de mes grands-parents berbères au Maroc. Donc ça m'a permis de me rendre compte de deux choses, d'une certaine universalité, j'aime beaucoup l'expression de Pierre Rabhi, de sobriété heureuse, qu'avec peu on peut vivre proche de la nature, avec une sensibilité très proche et très modeste, très humble, et en même temps être très joyeux. Et de l'autre, du coup, ça m'a permis aussi de me reconnecter et de me réconcilier avec mes racines, puisque en tant que fille d'immigrés, j'ai grandi dans une double culture. Et puis des fois, c'est pas évident de faire une réconciliation entre des choses qui, en apparence, peuvent être opposées. Et grâce au peuple racine, depuis 25 ans, quels que soient les continents, les cultures, les traditions, ce qui m'a beaucoup touchée chez eux, c'est cette joie de vivre, ce lien très sensible et direct avec la nature et ce fil universel qui les unit tous dans cet humanisme. Et du coup, moi, je trouvais qu'à chaque fois que je revenais en France ou en Occident, je me disais, mais c'est bizarre, hein, il y a quelque chose
que je retrouve là-bas et que je ne retrouve pas ici ou pas assez. Et c'est pour ça que je dis voilà, qu'on est un peu déraciné. Et l'idée, c'est de pouvoir juste être médiateur, qu'on soit anthropologue ou journaliste, de cette sagesse. Damien, si tu veux. Alors, moi, effectivement, j'ai un parcours. Je suis venu paradoxalement au peuple premier, ou au peuple autochtone, comme on peut les appeler, par la biodiversité d'abord. J'étais passionné par ça depuis très jeune et en Bac+3, je suis parti en Australie travailler sur la protection des populations de koalas. Et là-bas, les politiques de protection se construisaient toujours autour de la même dynamique, c'est-à-dire de parquer les koalas et donc de séparer les activités naturelles des activités plus propres à l'humain. Et je me suis rendu compte qu'en Australie, ça ne marchait pas pour protéger ces populations de koalas. Ça ne marchait pas non plus pour penser l'émancipation humaine, d'autre part. Et puis surtout, on cultivait en fait une séparation là où il pouvait avoir de la relation. J'aime beaucoup ce que dit l'anthropologue Anna Tsing, qui est très influente pour moi. Elle dit qu'au fond, un humain plus un non-humain, ça ne fait pas deux. Ça fait de l'amitié, rajoute un 3, les souvenirs un 4, etc. Ça crée du temps, de l'espace. Et par cette dualité, on se prive de tout ça. Et du coup, revenu en France dans la suite de mes études, ça a été un big bang intellectuel. Et je me suis davantage orienté du coup vers l'anthropologie et la géographie pour essayer de comprendre demain quelles relations on pouvait construire entre humains d'abord et avec le non-humain ensuite. Et effectivement, là où il y a de l'inspiration, c'est chez ces peuples autochtones qui n'ont pas nécessairement cette dualité entre nature et culture. C'est comme ça que j'ai commencé à les découvrir, plutôt en Afrique de l'Ouest. Moi, de mon côté, j'ai découvert les autres peuples plutôt par les livres, par un travail de recherche intellectuelle. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à voyager sur les routes du monde, je me suis rendu compte que ces relations avec les non-humains, elles étaient également présentes chez nous. Mais que par notre éducation occidentale, on avait tendance à les oublier, à les dévaloriser dans les politiques de développement, voire à les détruire, parce qu'on choisit finalement un autre horizon. Et finalement, aujourd'hui, ce que je pense, mais on pourra en débattre ensemble, c'est qu'on est tous ces autochtones de quelque part. Et ce qui compte, c'est de recultiver le lien entre nous et de travailler un dialogue territorial entre les espaces et entre les peuples. Merci beaucoup. Anne ? Alors, évidemment, je dirais la même chose que les intervenants précédents. Moi, finalement, c'est en réalisant des reportages. À ce moment-là, je réalisais des grands reportages de voyage sur France Inter. Et puis, un jour, en fait, j'ai rencontré les Shuars, que vous connaissez, peuple cher à Philippe Descola, bien sûr. Et cette communauté, qui était une communauté avancée, recevait depuis quelques décennies des anthropologues, des chercheurs, des spécialistes. Et en fait, ils avaient envie de s'ouvrir aux autres et pourquoi pas à une certaine forme de tourisme, puisqu'à ce moment-là, ils étaient vraiment victimes de l'exploitation pétrolière. Ça se passait très mal, on avait pollué leurs fleuves, etc. Et donc, j'ai été invitée à les rencontrer. Et je suis arrivée après un long, très très long voyage qui a commencé déjà par un survol de l'Amazonie. Et pour ceux qui survolent l'Amazonie, je pense que c'est une image qu'on ne peut pas oublier. Et puis 8 heures, 10 heures de pirogue. Et quand je suis arrivée, il y avait donc une case communautaire à l'arrivée. Ils étaient tous en tenue traditionnelle. Ils m'ont bien évidemment accueillie. Et ils m'ont laissé là pendant 7 heures à attendre, avec mon guide interprète qui était métisse. Et en fait, c'était très très intéressant. En fait, il m'observait, d'essayer de me connaître, de savoir qui j'étais. Moi, je m'observais aussi, parce que je restais là que quelques jours. Donc, il fallait quand même... qu'est-ce que je fais? J'attends, j'interviens pas. Et puis, au bout de 7 heures, je me suis levée et je leur ai dit, je crois que maintenant, on va parler, on va commencer. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez remarquable comme introduction d'être dans cette communication absolument non verbale. Et en même temps, finalement, on s'est vraiment rencontrés. Et depuis, à chaque fois que je rencontre des peuples autochtones, j'ai la chance d'être une femme. Donc, je passe quelques heures avec les femmes à faire à manger, à m'occuper des enfants. Et puis après, je rentre en contact plus direct. Voilà, ça c'est un point qui est, je trouve, très très important. Le fait d'être d'être soi, le fait d'observer l'autre. On n'est pas obligé d'être dans la communication. La communication est vraiment très très superflue. Lucas ? Souvent. Alors moi, mon histoire, ou du moins la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler avec les peuples autochtones,
découle du voyage. J'ai toujours eu un amour pour le voyage, un amour pour la découverte, mais aussi la rencontre. Et je suis parti donc en Amérique latine jusqu'en Colombie, où j'ai rencontré un chef, un gobernador, comme on dit là-bas, qui sont les autorités représentatives des communautés autochtones, à un niveau déjà de la communauté, mais aussi légalement, donc dans les relations avec les gouvernements ou le gouvernement de la Colombie. Et il m'a invité chez lui parce que j'étais avide d'apprendre et aussi d'aider. Et c'est vrai que c'est des peuples qui étaient déplacés, qui ont beaucoup souffert du conflit armé en Colombie, qui, je pense que tout le monde connaît. Et c'est vrai qu'être reçu par des personnes avec qui on partage l'humanité, mais en apparence, oui, bien sûr, on a tellement de différences. Se faire accueillir dans une maison comme si on était un frère, comme si on était un fils, y rester parfois jusqu'à un mois, ça crée quelque chose. Ça donne une humilité aussi au rapport à la personne, au rapport au prochain. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai pu comprendre pourquoi ils se retrouvaient dans cette situation aujourd'hui, une situation de déplacement, une situation de souffrance constante, un rapport au territoire qui est aujourd'hui bafoué. Et petit à petit, j'avais une caméra et je me suis dit pourquoi pas commencer aussi à les aider, ou du moins m'aider aussi à apporter une parole qui pour moi est importante. Et donc j'ai commencé à faire cela, et petit à petit j'ai pu rencontrer d'autres autorités, d'autres communautés, et j'ai commencé à œuvrer à une échelle un petit peu plus grande. Et on a construit donc une organisation qui s'appelle Human Connect, et ça fait 1 an et demi maintenant. Mais donc c'est vrai que mon expérience est plus... et ce que j'en garde, c'est une expérience humaine. C'est vrai que ça a été et c'est toujours un long voyage, et chaque jour, il m'émerveille. Je vais aussi répondre à cette question-là parce que je ne suis pas présenté. Je m'appelle Vincent Avanzi, je suis un Chief Poetic Officer, et la raison pour laquelle moi justement j'étais intéressé par l'animation de cette table ronde-là était, j'ai eu la chance de faire 2 tours du monde, et en fait il y a quelque chose qu'on appelle l'overview effect, et qui est plus normalement réservé à des astronautes quand on va dans l'espace, et quand on voit la Terre en fait de loin, en un clin d'œil, on voit à la fois la fragilité de la Terre, sa beauté, et aussi en fait le fait qu'il n'y a pas de frontières entre nous. Et cette unité de l'humanité, c'est d'ailleurs un mot qui est caché dans le mot humanité, l'unité, c'est quelque chose qu'on voit justement à travers ces différents voyages-là, et de regarder comment on peut vivre ensemble, tous ensemble, quels que soient les peuples, les horizons, en tant que bon père, PAIRS, de famille humaine. Alors, la prochaine question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est pour vous en fait qu'est-ce qu'on peut apprendre en fait des peuples premiers pour harmoniser le présent et bâtir notre avenir? Quels enseignements on peut aller chercher en fait des modes de vie, des philosophies de vie des peuples indigènes, autochtones, premiers ou racines, dépendant comment vous voulez les appeler. Qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre d'eux dans la société actuelle dans laquelle nous vivons pour bâtir le futur? Beaucoup de choses. Déjà, on est frappé quand même par leur faculté de résistance et justement leur richesse. Sans être angélique, on peut s'inspirer de beaucoup de leur domaine. Alors, quelques exemples peut-être. Dans le domaine de l'éducation, de la transmission, on sera beaucoup plus dans l'observation et l'imitation, et pas du tout une pédagogie un peu dirigiste. Dans le domaine de la justice, par exemple, si on pense à la justice coutumière kanak, ou par exemple, si on inflige une peine, on va infliger une peine à toute une classe d'âge. Ou à l'inverse, par exemple, la justice arctique, qui est une justice millénaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement en France, il y a une trentaine de programmes qui s'inspirent de cette justice alternative. On va en fait proposer plutôt un système de réparation et de dialogue plutôt qu'un système de répression.
Et je pense en particulier à toutes les histoires d'agression et de violence conjugale. Eh bien, pendant quelques semaines, dans un tipi, avec un chaman ou avec un guide, la victime et l'accusé vont se retrouver et essayer d'échanger, de dialoguer et de réparer ensemble. Ça, c'est par exemple dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'adaptation au réchauffement climatique. Si on pense par exemple aux Peuls et à leurs savoirs ancestraux, par exemple dans la bande du Sahel, il y a eu quand même moins 25% du taux de pluviométrie depuis 25 ans. Et eux, en fait, les nomades ont su très très bien s'adapter, puisque tout simplement, ils se fient à leur savoir. Ce sont les étoiles, c'est le vent, ça peut même être la queue du bœuf, etc., etc. Donc finalement, on pourrait décliner tous les domaines, et dans chacun des domaines, ils ont en tout cas, ils sont source d'inspiration pour nous. Alors pas source d'inspiration pour faire du copier-coller, parce que ça ne marcherait pas, mais juste pour qu'on puisse se poser, y réfléchir et se dire « Ah oui, pourquoi pas ?» Voilà. Je vais justement te donner la parole, ça va, parce que justement tu parlais, tu avais un propos sur la non-idéalisation des peuples premiers, donc tu es une source d'inspiration. Et qu'est-ce que tu entends par la non-idéalisation? C'est quoi? C'est une adaptation au présent? C'est qu'est-ce que... Oui, je rejoins les propos de Anne. L'idée, c'est pas de les imiter, porter les plumes, danser comme eux. C'est pas ça. Moi, je dirais que la première source d'inspiration qui peuvent, en tout cas, aujourd'hui nous communiquer, c'est ce rapport à la nature. J'y reviens parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'ils sont 370 millions dans le monde, sur 22% de la planète, mais surtout 80% de la biodiversité mondiale est sur leur territoire. Donc, depuis des millénaires, on les appelle, c'est pas pour rien qu'on les appelle gardiens de la nature, parce qu'ils ont développé cette science traditionnelle, et je dis bien science, parce que ce savoir empirique, c'est aussi une science, différente de la science occidentale, qui permet d'avoir une gestion durable, et c'est pas l'Occident qui l'a inventé, de leur environnement, de leurs ressources. Par exemple, ils disent, ils sont pas des prédateurs, ils ont un rapport à la nature où c'est un prélèvement et on demande l'autorisation, et toujours avec cette conscience, parce que même s'ils ont un rapport écologique à la nature, ils ont un rapport spirituel d'échange entre la nature et eux-mêmes, puisqu'ils considèrent que la nature fait partie d'un tout et qu'on fait partie de cette nature, parce que la plupart sont des peuples animistes, c'est-à-dire que ce soit l'arbre, le végétal, l'eau, tout a un esprit, tout a une vie et se respecte. Et même s'il y a des chasseurs-cueilleurs, même s'ils consomment cette nature, c'est toujours dans une relation d'échange. Il y avait un chef pygmée, chaman, qui me disait, voilà, nous, on va faire une offrande avant d'aller chasser, on va faire une offrande avant d'aller récolter, et tout est pensé en forme de gratitude. Et c'est vrai que nous, en Occident, on est dans la prédation perpétuelle, c'est-à-dire que c'est devenu tellement extrême que voilà, les ressources minières, pétrolières, on prélève jusqu'à l'épuisement. Alors que on est dans une logique sans fin. Alors qu'eux, ils sont dans une logique durable, et ils pensent aux générations. Tu parlais dans ta question pour la génération de demain, ils pensent tout le temps à demain. Nous, on pense qu'à prélever, on est dans un rapport matérialiste et consumériste, ultra-consumériste. Et je pense que cette conscience-là, ils peuvent vraiment nous inspirer pour revoir nos modes de consommation et de production, et de changer notre rapport à tout ça. Et dans l'idéalisme, il n'y a pas d'idéalisme. Si on idéalise, c'est qu'on ne s'est pas trouvé. Je pense qu'avec ce juste milieu entre déracinement et enracinement, on peut trouver chacun sa place. Et comme disait Damien, on est tous les autochtones de quelque part. Tu les vois comment dans l'espace-temps? Il y a le bouddhisme qui est très présent aujourd'hui dans les sociétés occidentales sur le côté vivre dans l'instant présent. Par rapport à l'espace-temps dans lequel les peuples indigènes sont, c'est quoi? Ils sont dans un temps long, dans la prise en compte du passé, du futur, du présent, dans quoi? Il y a une notion que le chef autochtone d'aînés du Canada, François Paulette, que j'ai rencontré, interviewé, qui disait ils ont ce qu'ils appellent d'aînés Chania. Ça veut dire
c'est un mot pour dire le chemin qui est à la fois passé, présent, futur, où les 3 dimensions sont reliées, et que dans le présent, on a cette convergence de ces 3 espaces-temps. C'est leur philosophie ou leur cosmophilosophie, comme dirait un Indien mapuche du Chili. Et du coup, ils ne sont pas dans cette fragmentation comme nous, linéaire. Ils sont vraiment dans un cycle, et je dirais presque même la spirale, à la fois la ligne et le cercle. Parce qu'il y a des cycles. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est... je pourrais résumer ça comme ça. Merci. Lucas ? Oui, je voulais juste pointer que ce qui me paraît aussi très important dans ce que nous pouvons apprendre de ces peuples premiers, parce que bien sûr il y a cette relation à la nature qui est dans l'air du temps. On est aussi à une époque où de plus en plus on se demande comment faire, que faire. Mais il y a aussi l'aspect culturel. C'est vrai que les peuples autochtones représentent une diversité culturelle, et c'est pour ça que j'aime beaucoup parfois dire gardien de la biodiversité, mais avec la diversité soulignée. Parce que c'est vrai que c'est des territoires, 22% des foyers de biodiversité, mais aussi des foyers de diversité culturelle et humaine. Et ce qu'on peut apprendre aussi de cela, c'est l'orgueil d'être différent. Parce que c'est vrai, même dans beaucoup de cas, des communautés qui maintenant ont eu des contacts assez avancés avec les villages environnants ou les villes peuvent perdre un petit peu cet orgueil aussi. Et je pense que c'est à une échelle globale. Nous-mêmes, on est dans un processus d'unification du monde un petit peu, où demain, on serait emmené à se ressembler de plus en plus. Il est dit que, juste un exemple, c'est 7000 langues autochtones à travers le monde, si je ne me trompe pas, alors qu'on a une centaine de pays, 110 pays. Dans notre mode de vie, on penserait à un pays, une langue, ou parfois deux, comme en Espagne. Et 3000 sont en voie de disparition bien sûr, ou menacés. Bien sûr, oui. Et donc c'est là tout l'enjeu aussi, de comprendre que ce qu'on peut perdre, c'est aussi ces visions du monde, ces connaissances, ces traditions, aussi la beauté de ce qu'est le monde. Et ça me rappelle une phrase que j'avais entendue une fois, qui disait « Il y a une épidémie de similarité qui tue la joie humaine ». Et c'est vrai qu'on est face aussi à ça, à l'annihilation de cette beauté et de cette diversité humaine. Et je pense que ce qu'il faut retenir, un petit peu comme le titre ici, c'est que l'enjeu, c'est de coécrire ensemble. Donc bien sûr, dans source d'inspiration, mais essentiellement, et de plus en plus, on le voit aussi, cette main tendue de beaucoup de peuples qui nous proposent de se joindre à eux et de coécrire le futur. Et d'ailleurs, les Sariakou, les Kichwa Sariakou d'Équateur, l'Équateur étant le premier pays à avoir inscrit les droits de la nature dans sa constitution, au mois de juillet de l'an dernier, a déclaré la selva vivente, c'est-à-dire la forêt vivante et sacrée, et demande à ce qu'elle soit inscrite au patrimoine au même titre que le patrimoine immatériel. Et donc là, ils sont en train de faire, j'allais dire, le premier pas. D'accord. On va revenir là-dessus. Je voulais revenir sur ce que tu venais de dire en fait sur la beauté, sur cette notion d'esthétisme, de beauté, parce qu'on dit souvent que la beauté sauvera le monde, et certaines personnes disent aussi que la poésie sauvera le monde, parce qu'il y a une vertu poétique dans la beauté aussi. En quoi est-ce que les modes de vie des peuples autochtones sont pour vous poétiques ? Parce que plus connectés, plus spiritualisés, plus enracinés, en quoi est-ce qu'ils sont poétiques ? Pour moi, personnellement, je pense que les peuples autochtones, et ça revient à ce que Saba disait, de se retrouver un petit peu dans l'image de ce qu'elle pouvait avoir de ses grands-parents, où on est dans une époque, je pense, où on est en train de... On est tous peuples autochtones. Pourquoi ? Parce qu'il fut un temps aussi en France, il y avait beaucoup de langues. Il y avait le languedoc aussi, il y avait l'occitan, il y avait le breton. Il y avait aussi, et on se le rappelle, parce que c'est vrai que peuple autochtone, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que c'est un mot...
c'est pas que l'Amérique latine, c'est pas que l'Afrique, c'est aussi le nord de l'Europe, c'est le nord du Canada. Et de plus en plus aussi, parfois, on voit des personnes de Laponie qui commencent à se mettre en avant aussi sur la défense de leurs droits culturels et du droit de leur territoire. Et donc, c'est un petit peu revenir en arrière. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent en avant, pas une récession, mais une idée de regarder en arrière pour voir peut-être ce qu'on a pu oublier et ce qu'on devrait réapprendre. Et donc, cette beauté, pour moi, elle est autant d'avoir marché dans la savane avec un garde pour le tour de nuit et qui me demande si chez moi j'avais les mêmes étoiles, ou qui me demande où est-ce que je trouvais moi genre mon eau quand j'étais à Paris, ou des choses qui nous rappellent qu'il y a quelque chose d'inexplicable qui est l'humain et qui touche profondément. Et c'est vrai que pour moi c'est ça, c'est cette beauté, c'est ce dont je vais me souvenir tout le temps. Je pense qu'on dit souvent, on ne se souvient pas toujours de ce qu'on nous dit, mais on se souvient de comment on nous fait ressentir. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils nous ont fait ressentir énormément de choses. Ouais, c'est vrai que les peuples autochtones sont souvent des artistes. Tout le monde aura regardé pourquoi ils attirent notre regard aussi, parce qu'ils ont un sens de l'esthétique, de la parure, de l'artisanat qui est extraordinaire. Parce que Anne parlait de l'éducation. L'éducation, c'est pas juste intellectuel. Ils sont beaucoup aussi dans la transmission des savoir-faire traditionnels, de manuels, de l'expérience. Et que cette beauté, elle est sacrée, elle est ritualisée. Tous les rituels sont vraiment magnifiques. Dans tous les rituels auxquels j'ai assisté, c'est vraiment d'une beauté, c'est un instant de beauté, parce que pour eux, cette beauté, c'est honorer la vie. Et cette poésie, elle est dans la danse, elle est dans la peinture, elle est dans les chants, elle est dans les sculptures des masques, dans les parures. Par exemple, ce qui m'avait vraiment surprise, il y a une dizaine d'années, j'étais allée faire un reportage au Gabon chez les Pygmées, dans la forêt. Et puis, vraiment, ils étaient une quarantaine en train de chanter, danser, des hommes, des femmes, parés, mais magnifiquement. Et puis, à un moment donné, je dis, mais je pose une question, parce que c'était la première cérémonie à laquelle on assistait avec ma collègue photographe. Et je pose la question à une de mes voisines, je lui dis, mais vous célébrez quoi aujourd'hui, ce soir, cette nuit? Elle me dit, c'est les 40 jours d'un deuil. Et là, je me suis dit, waouh, manifester toute cette beauté pour un deuil. Voilà, nous, dans nos sociétés, on est loin de ça. C'est-à-dire qu'ils célèbrent le passage. Bien sûr qu'ils ont de la tristesse, bien sûr que les proches vont pleurer, mais le groupe soutient avec beauté, avec créativité, ce passage pour eux que la mort n'est pas la fin, c'est un nouveau cycle. Et puis cette beauté, c'est aussi pour plaire aux esprits. Par exemple, chez les Mentawai, on se fait beau, alors évidemment avec des tatouages, mais aussi avec des parures de fleurs, parce qu'il faut plaire aux esprits. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais, moi je pense ce qui est très beau dans ces sociétés-là, c'est qu'on se rend compte que tout est relation. Peut-être un bon exemple pour illustrer ce propos, c'est les Mursis dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, où tout leur langage est associé aux robes de leurs troupeaux de bovins, c'est-à-dire qu'ils caractérisent un guépard par exemple en association avec la couleur de la robe de la vache qui se rapproche le plus du guépard. Donc c'est-à-dire qu'à partir de la relation qu'ils construisent avec les non-humains qui composent leur territoire, ils construisent tout un système normatif qui va conditionner leur évolution sociale et intellectuelle. Et c'est vrai que, comme ça a été dit par un petit peu tout le monde, du coup, les non-humains prennent une place spirituelle, mais également une place politique à l'échelle du territoire. Ils sont considérés comme des sujets politiques à travers des personnes tierces que sont les chamans. En Afrique, il y a également les chefs de terre coutumiers, les gardiens de lieux sacrés, etc. Et c'est une des forces en fait des populations autochtones, c'est de se dire effectivement ne pas l'essentialiser, on ne va pas vivre comme eux, mais ça nous invite par un rapport critique à nous-mêmes, et c'est ce qu'apporte l'anthropologie, c'est de se dire qu'au fond, aujourd'hui, dans la modernité, on est sur des points de rupture qui se structurent justement par ce manque de relations. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut cultiver. Un exemple chez nous, c'est que dans l'ancienne langue béarnaise, l'ours, ça se disait mosso. Mosso qui veut dire également monsieur dans leur langue là. Ça veut dire qu'un animal très respecté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflit, hein, attention, mais ça veut dire qu'en tout cas, l'animal avait une position symbolique dans le territoire. Aujourd'hui, il parle français. On a perdu du coup ce lien dans le langage, et vous connaissez les conflits que ça pose, la réintroduction de l'ours dans les montagnes des Pyrénées. Du coup, une question qu'on peut se poser, c'est finalement renouer avec la relation qui nous compose en tant qu'individu.
qui composent les non-humains avec lesquels on habite dans les territoires et qui composent également les relations qu'on peut construire avec les autres humains. Si on construit un monde de la relation, qu'est-ce qui se passerait en fait? Comment ça changerait les trajectoires de développement? Et là, je pense qu'il y a énormément de choses à explorer dans nos territoires, dans nos villes, dans nos propres jardins, pour essayer de justement quitter l'ère des individus pour entrer enfin dans l'ère de la relation. Pour moi, c'est la clé de l'écologie de demain. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur les rituels de passage, aussi tous les rituels initiatiques qu'on peut voir en fait dans ces sociétés-là, et qui sont en train d'être remises au goût du jour aujourd'hui, tous les rites de passage de enfant à homme ou femme, et à comment devenir soi et devenir humain dans ce métier d'être humain. Quels sont ces rites de passage? Il y a beaucoup de rites de féminin ou de masculin sacré qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce que, pour vous, si vous en avez vécu, alors à titre personnel ou vu au travers de vos voyages, qu'est-ce qu'ils apportent et qu'est-ce qu'ils pourraient apporter à nos sociétés modernes, en fait, d'être humains que nous sommes? C'est toujours un moment d'union de la communauté et ça vient toujours à propos. Alors parfois, ça peut nous surprendre. Moi, j'ai assisté à plusieurs rituels, mais entre autres, il y a un rituel qui m'a beaucoup questionné, qui me questionne encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est le rituel du maraquet en Guyane, qui se pratique encore un tout petit peu et qui marque le passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte. Et on vous enduit simplement de fourmis rouges absolument terribles. C'est très, très douloureux. Et ça se pratique. Et en même temps, pour eux, c'est extrêmement important. Parce que si le jeune homme est capable de dépasser cette souffrance, alors ça veut dire qu'il est prêt à aller chasser dans la forêt et à affronter l'animal. Voilà. Donc c'est toujours... c'est vrai que là, moi j'ai l'impression que parfois... même si au fur et à mesure des voyages, ça fait quand même une quinzaine d'années que je partage des moments avec eux, j'essaye justement de laisser mes fantasmes, mes a priori, mes idées reçues et d'être tout simplement disponible. Parfois, on peut être rattrapé par notre culture et on peut se poser des questions. Et pourtant, pour eux, la question, elle ne se pose pas. C'est vrai que c'est un autre point commun, les rituels de passage. Comment c'est de la vie à la mort. C'est-à-dire, à la naissance, il y a déjà des rites de passage. Après, souvent, la deuxième étape, c'est à l'adolescence. Et puis après, il y a les rituels du mariage, des rituels de chasse en fonction des jeunes filles, des jeunes hommes. Mais outre la souffrance, évidemment, pour dépasser ces peurs, ces souffrances, le rituel permet aussi la renaissance. Il y a toujours, dans tous les rituels que j'ai vus ou étudiés, il y a cette espèce de mort symbolique de fin d'un cycle pour rentrer dans un nouveau. Et c'est vrai que ça construit l'individu parce que c'est le groupe qui accompagne le rituel. C'est quelque chose de collectif et individuel à la fois. Souvent dans les rituels, il y a celui qui passe son rite de passage, mais il n'est jamais seul. Il y a un moment peut-être qu'il va affronter sa peur seul, mais il sait toujours que le groupe le soutient. Il y a une solidarité pour accompagner. Ce que nous, on a perdu dans nos sociétés, c'est ça. Peut-être que souvent, on dit que l'armée, c'était une forme de rite de passage. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, des gens recherchent des stages de ceci, cela, sans doute pour renouer avec ça. Ou alors, on dit que les dépressions sont les rites de passage de les sociétés modernes. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que dans les formes de dépression, il y a des chutes, il y a être confronté à sa peur, il y a une mort symbolique peut-être. Mais on n'est souvent pas accompagné par le groupe. Donc les peuples racines peuvent aussi nous inspirer peut-être à réintroduire, à se réconcilier avec cette part d'ombre que chacun de nous, ces peurs. C'est pour ça qu'on est aussi des sociétés qui refusent et qui ont peur de la mort parce que voilà, tout ce qu'on ne veut pas en entendre parler, à un moment donné, ça nous revient en pleine figure dans les épreuves, puisque dans chaque culture, il y a des épreuves. Mais le rituel, en ça, permet de dépasser ça et on n'est pas tout seul face à ces épreuves. Alors moi, j'ai jamais vécu de rite, j'adorerais.
Anne, moi, mon port d'attache, c'est les Peuls, également au Sahel. Et j'aimerais beaucoup rentrer vraiment dans leur univers. C'est très long. Même en étant marié à une femme burkinabé, une femme Peul, c'est très long. Mais oui, en fait, ce qui est intéressant dans le rite, je pense, c'est de marquer l'appartenance à une dynamique collective. Et une dynamique collective qui s'invente aussi par les fantômes, par les esprits, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse notre propre vie. Et cela se passe beaucoup par les corps, c'est-à-dire par une inscription sur le corps de ce que nous enseignent nos ancêtres et de ce qu'on a envie de transmettre en échange à nos contemporains. Le tatouage, par exemple, chez certaines populations autochtones en tout cas, c'est un outil qui permet de véhiculer une personnalité et de véhiculer un rôle social à l'échelle de la communauté. Si je peux me permettre quand même peut-être un petit rapport critique au rite, c'est que dans la façon en tout cas dont c'est décrit en anthropologie, c'est peut-être pas forcément le cas dans les expériences vécues, mais c'est qu'on a tendance à standardiser des pratiques de ces populations par le rite. Je vais vous citer un exemple très concret. Alors je suis personne pour le critiquer, mais je pense que c'est un cas qui questionne en fait l'anthropologie de manière générale. C'est Maurice Godelier, dans La Fabrique des grands hommes, qui a travaillé sur les Barouillas en Nouvelle-Guinée. Et il dit qu'au fond, les Barouillas pratiquent ce qu'il appelle lui-même une homosexualité rituelle. C'est-à-dire que pour passer de l'âge adolescent à l'âge adulte, les jeunes pratiquent une homosexualité avec ceux qui sont déjà initiés. Ce qui est vrai. Mais le problème de placer l'homosexualité au rang du rituel, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'homosexualité avant, pas d'homosexualité après, et surtout pas d'homosexualité choisie. Or, on peut penser que chez les populations autochtones, comme chez nous d'ailleurs, hein, il y a du libre arbitre et il y a des trajectoires de vie extrêmement diversifiées au sein de ces communautés. Et j'aime bien citer un anthropologue qui s'appelle Éric Chauvier, qui invite du coup à renouer par l'ordinarité des trajectoires de vie, se dire qu'au fond, à la place de s'intéresser à une communauté dans son ensemble, il faut s'intéresser à des hommes et des femmes qui composent ces communautés, dans leur récit de vie, dans leur singularité. C'est là où il y a des magnifiques choses à apprendre également. Voilà. J'ai pu voir quelques rituels. Un m'a profondément marqué, et surtout dans le rapport à nos sociétés ou aussi à nos besoins, nous, dans nos sociétés. C'était donc dans la Sierra Nevada, où j'étais sur le chemin pour rencontrer des mamos qui sont les leaders spirituels pour la Sierra Nevada et pour les peuples de la Sierra. Il y a 4 peuples, donc les Kogi qui sont connus à travers aussi le travail d'Éric Julien, les Arhuacos, les Kankwamo et ça va me revenir. Dès que ça me revient, je vous le dis. Pardon ? Oui. Oui. Oui, oui. Et donc, sur le chemin pour aller voir les leaders spirituels ou les mamos, avant de pouvoir rentrer dans leur communauté, il fallait faire un rite de passage qui s'effectue avec du coton qui ramasse non seulement pour faire des sacs, qui similaire un petit peu à celui que j'ai, mais celui-là ne vient pas de là-bas. Et donc avec ce coton, on le prend dans la main, on en fait des petites boules et on évacue nos pensées négatives dans ces petites boules afin de les donner au mamo qui s'en va en face de la montagne ou dépendant d'où il est situé, qui va communiquer avec les esprits pour donner, ou en tout cas pour que l'esprit nous autorise à rentrer dans cet endroit après avoir eu cette purification de l'esprit au niveau de ses idées ou de ses mauvaises pensées. Il y avait aussi après le besoin de faire la même chose mais sous les pieds, parce que les Arhuacos considèrent qu'à travers notre vie et à travers notre cheminement dans cette vie, on accumule beaucoup de choses sous nos pieds. Donc pour eux, c'est dans cette partie-là qu'à travers nos rencontres, à travers nos expériences, nous accumulons ces mauvaises pensées aussi. Et c'est vrai qu'on a une époque où maintenant le yoga, même la méditation à un certain niveau intéresse énormément de personnes. Et c'est toujours incroyable de voir que ces communautés millénaires pratiquent ou ont ces pratiques que nous recherchons maintenant à réapprendre. Et c'est vrai que c'était une expérience qui m'avait vraiment fait réaliser ce lien un petit peu entre ce que eux pratiquent et ce que nous cherchons. J'avais une question maintenant, en fait, plus macro, sur ce dont tu parlais, les cycles. Comment est-ce que les peuples autochtones voient la période que l'humanité est en train, ou le monde est en train de traverser actuellement ?
C'est-à-dire, est-ce qu'ils le voient comme une renaissance? Est-ce qu'ils le voient comme un changement de cycle à l'heure actuelle? Comment est-ce qu'ils le perçoivent de leur point de vue? Pour les Kogis, en tout cas, ils le voient comme une sorte de fin du monde, puisque eux se prétendent être les gardiens de la Terre, les enfants de Mère Nature, et ils trouvent que on est en train véritablement de détruire cette nature, et ils nous en veulent d'ailleurs terriblement. C'est vrai, pour rebondir dessus, c'est les Wiwa, hein. Bon, juste pour clôturer dessus, que je me souviens. Mais c'est vrai que les peuples de la Sierra Nevada considèrent que la Sierra Nevada possède en elle toutes les caractéristiques de la Terre. C'est pour ça qu'ils considèrent aussi que c'est le centre de la Terre. Et les Mamo ont comme tâche de pouvoir assurer cet équilibre et cette harmonie dans la Terre entière. Et c'est ce qui est intéressant aussi, de voir cette vision universelle, ou du moins globale de la chose. Parce qu'il y a beaucoup de peuples qui sont associés à un territoire, mais cette idée et cette pensée de devoir autant protéger nos pays à nous, donc la France. Ils disent ici aussi, je protège la France, je protège l'Allemagne, je protège tout cela. C'est assez impressionnant. Et ils nous appellent les petits frères, en fait. Parce qu'eux considèrent qu'on a toujours beaucoup à apprendre et qu'on fait toujours beaucoup de bêtises. Donc c'est vrai qu'il y a une... Mais en tant que frère, il y a une relation fraternelle qui, bien qu'ils peuvent nous faire des reproches, on est dans le même bateau, ils ne nous lâcheront pas non plus, genre de la manière dont je l'ai perçu. Mais ils ont un message à faire passer, et ils sont très communicatifs et très engagés aussi dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Moi, en tout cas, quand j'en discute avec la plupart des leaders indigènes que j'ai pu rencontrer, c'est que pour eux, on est à un point critique. Parce qu'ils sont les premiers sur la ligne de front exposés à ce réchauffement climatique, hein, que ce soit en Amazonie, en Afrique, en Asie du Sud-Est, enfin partout, dans les zones arctiques aussi, ou avec la fonte des glaciers. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement grave, parce qu'eux subissent... avec les populations insulaires, les premières conséquences du réchauffement climatique. Donc, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et ils sont conscients que si eux disparaissent, on disparaîtra. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi, depuis 15-20 ans, et de plus en plus, les dernières années, une revendication de plus en plus politique, associative, où ils nous tendent la main, ils nous demandent, voilà, maintenant, il est temps de s'allier, parce que malgré tout ce qu'ils vivent, et des fois, c'est dans des conditions mais vraiment atroces, il y en a qui en meurent, hein, faut pas non plus enjoliver les situations. Et ils disent, bah voilà, il est temps qu'on s'allie. Ils veulent surtout s'adresser aux citoyens, parce qu'ils ont moins confiance dans les industriels et les politiques, même s'ils vont les rencontrer, pour dire, voilà, ensemble, on peut faire des choses. Parce que... mais pour autant, moi, j'ai rencontré justement une cacique, femme leader brésilienne, et puis le chaman pygmée qui sont venus ces derniers mois en France, et qui me disaient, non, nous, on ne veut pas croire à la fin du monde. Et ils étaient assez mécontents de cette expression-là. Et ils disaient, la fin du monde, c'est juste la fin de son monde, c'est sa propre mort. Mais ils sont quand même, malgré tout, si on s'y met maintenant, si on s'allie, ils pensent qu'un revirement est possible. Voilà. J'ai envie de vous poser une question en fait sur la thématique du leadership, des leaders en fait dans ces communautés-là. Comment est-ce que les leaders, les chefs utilisent ou pas leur pouvoir, ont ou pas du pouvoir? Sont-ils plus dans l'intelligence collective, dans le fait justement d'avoir des cercles de parole, des communautés avec des valeurs, justement des valeurs de tribu, ce qu'on appelle aujourd'hui en fait dans un terme plus moderne, alors que justement c'est issu de ça en fait. Comment est-ce qu'un leader se positionne ou agit dans les communautés anciennes pour vous? Quel est alors j'allais dire le style de leadership, mais c'est pas vraiment ça, mais comment est-ce que justement le chef fait partie de la communauté? C'est une question très intéressante, parce qu'en Colombie, il y a énormément d'assassinats de leaders autochtones, et c'est vrai que très souvent, le terme leader n'est pas défini. Bien sûr, ça comprend les autorités traditionnelles, donc qui peuvent être
d'un capitaine dans quelques communautés jusqu'à une figure de chaman ou de médecin traditionnel. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai pu, ou de ce qu'on a pu m'apprendre en Colombie, le leader au jour d'aujourd'hui est principalement celui qui a pris sur lui, comme le disait, vous le disiez, d'apprendre nos codes et coutumes, donc parfois à travers l'apprentissage de la loi, à travers même qui est-ce qui va sur Bogota, de ces communautés, parfois avec des heures et des heures de bateaux, de bus, jusque là-bas, ce sont les leaders, c'est ceux qui ont réussi à comprendre un petit peu de notre système, ou parfois beaucoup, pour savoir comment lutter contre ce même système. Et en tout cas, eux sont les leaders qui sont aujourd'hui menacés pour le rôle qu'ils jouent donc, dans cette lutte permanente contre les compagnies minières, les grandes extractions et aussi les groupes armés. Et donc, eux prennent cette position. C'était juste pour définir... Mais moi, ce que je trouve être, ce qui est vraiment assez passionnant, c'est justement par rapport au leadership. Celui qui est leader aujourd'hui ne le sera pas demain. Et ça, c'est fondamental. Et en matière de politique, et même de démocratie participative, ils ont quand même souvent, dans certaines communautés, beaucoup de choses à nous apprendre. Par exemple, les Indiens Kichwa de Taquilé, tout simplement, on ne peut pas se présenter autorité. C'est la population qui va choisir. Elle va choisir un homme, mais elle va choisir aussi un homme avec sa femme, parce qu'on n'existe pas l'un sans l'autre. Et pendant un an, on va donc être élu autorité. En général, moi, j'ai assisté aux élections. On est allé chercher quelqu'un chez lui, il ne voulait pas y aller, parce qu'il sait qu'il va en sortir beaucoup plus appauvri qu'enrichi. Pendant un an, il sera corvéable, il ne pourra plus travailler, il sera simplement au service de la communauté et de la collectivité. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et les leaders, surtout en Amazonie, alors effectivement, il y a des leaders charismatiques, on pense à Raoni et à bien d'autres, mais c'est un peu... Ça aussi, on est un peu dans l'ordre du fantasme. Mais le leader d'aujourd'hui, par exemple chez les Sariakou, tous les 3 ans, de toute façon, ils changent de gouvernement. Et ils n'ont pas le droit de se représenter et on n'a pas le droit de les choisir à nouveau. Peut-être dans 10 ans. Parce que ça aussi, il faut laisser la place et la chance à tout le monde de pouvoir devenir leader. Moi, je pensais que tu allais parler aussi un petit peu des femmes. Il y a très peu de leadership féminin. Alors, il y a deux types souvent en anthropologie, on définit 2 types de leadership. Le leadership social et politique pour l'organisation sociale, les représentants, ce dont on vient de parler, et le leadership spirituel qui est représenté par la figure du chaman. Alors, en fonction des traditions, soit le chaman est élu de manière héréditaire, c'est transmis par les parents, voilà, donc ou alors il est élu par une épreuve où il a failli mourir, on reconnaît en lui le signe du... Et en général, quand ils sont chamans, ils le sont à vie quand même. Ensuite, chez les leaders politiques et sociaux, et effectivement, ce que disait Anne, il y a un renouvellement, il y a une forme de démocratie vraiment très directe, et il est choisi sans être candidat, quoi. Et là, ça me rappelle l'expérience de la cacique Tanone, qui a 64 ans aujourd'hui, qui vit au Brésil, et elle me racontait elle était la première femme cacique de sa communauté, les Cariri-Choco, qui sont à peu près entre 3000 et 5000 personnes. Et quand elle a été choisie, parce qu'ils ont reconnu, elle a eu une épreuve très difficile, elle a failli mourir, ils ont reconnu en elle on va dire les stigmates, pas de sainteté, mais de chefferie. Et à partir de là, elle a renoncé, elle était mariée, elle a renoncé à son mariage, il y a eu un divorce, et elle a renoncé à toute vie avec un homme, toute relation sexuelle, toute boisson alcoolisée. Donc ça fait 32 ans maintenant qu'elle vit comme ça, et c'est un peu, comme elle dit, un sacerdoce. Et je lui ai dit, mais parce que tu es une femme? Elle dit oui. Je dis, mais les hommes, quand ils sont caciques, chefs dans ta communauté, ils font quoi? Elle dit, mais ils ont droit à plusieurs femmes.
Donc voilà, des fois il y a des égalités, des fois il y a encore des inégalités aussi dans l'accès à la chefferie. Et je lui disais, est-ce que tu penses qu'avec les nouvelles générations, ça peut changer? Elle me dit oui, et je vais faire en sorte que ça change. Parce qu'il ne faut pas oublier que les sociétés autochtones sont des sociétés mouvantes. Elles ont aussi une histoire, elles ne sont pas figées dans le temps. Elles ont effectivement un autre rapport au temps. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas beaucoup d'évolution matérielle, technologique dans leur communauté qu'il n'y a pas d'évolution aussi sociale ou intérieure de l'organisation. Et donc ça veut dire que les responsables politiques sont à la fois des guides spirituels, ou non, justement, il y a d'un côté les chamans et de l'autre côté des... Qu'est-ce que vous en... Justement, question, en fait, qu'est-ce que vous... votre point de vue là-dessus, en fait, sur le fait d'avoir ce double guidage, en fait. À la fois un guide spirituel pour donner une vision de sagesse d'un côté, et plus un responsable politique pour être dans l'action de la vie de la société et de la place publique. Alors moi, ce que j'ai pu observer juste en Afrique, donc c'est un cas très spécifique, en Afrique de l'Ouest, dans certains pays, Côte d'Ivoire et Burkina Faso, c'est que, au fond, les chefs coutumiers, ils n'ont pas un rôle de prise de décision politique à l'échelle du territoire. Ils ont plutôt un rôle de création de liens pour que les décisions politiques soient prises de manière collective. C'est ce qu'on appelle la palabre, en fait. Ça vient de là, en fait. Voilà, on se réunit tous. Alors pas tous, ça dépend des sociétés. Hein. Parfois, c'est que les hommes, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de sociétés patriarcales en Afrique. Mais en tout cas, les décisions sont prises collectivement. Le désavantage, c'est qu'un tout petit truc, ça prend toute une après-midi de délibération. Mais c'est intéressant, en tout cas, de cultiver justement ce rôle de leader comme, en fait... comme une table de ping-pong, c'est-à-dire quelqu'un qui redistribue plutôt que quelqu'un qui centralise, au fond. Je crois que ça, c'est un enseignement qui est très fort. Alors bien sûr, ça fonctionne dans des toutes petites communautés. Quand on passe à une échelle nationale ou internationale, c'est comment on peut faire vivre quand même ces prises de parole collectives, ces prises de décision collectives à une échelle plus vaste. Ça, j'avoue que j'ai pas trop de réponses, mais c'est quelque chose qu'on peut explorer ensemble. Sur ta question, Vincent, je pense que ce que j'ai observé aussi en Afrique, c'est que souvent... un gardien de lieu sacré, par exemple, si je prends le cas du pays Bobo, au Burkina Faso, il ne sera jamais chef de terre. Tu vois, il garde sa fonction, il est choisi à vie pour être gardien du lieu sacré, il va garder cette fonction. Par contre, effectivement, dans la pratique, ces formes de décision, des formes de prise de décision collective, c'est des gens qui ont un aura exceptionnel et qui ont une parole normative. En Afrique, on retrouve ça également sur ce qu'on appelle le Conseil des anciens ou les vieux, en fait, les vieux qui sont très respectés dans les villages. Même dans l'Afrique moderne, hein, même dans les grandes capitales très connectées au monde, la maison de famille, la maison de retraite, ça s'appelle la famille, toujours en Afrique. Et c'est vrai que la parole des vieux est très respectée. Et du coup, y compris eux, vont avoir une parole plus forte sur la scène collective que d'autres. Donc malgré cet absolu collectif, il y a quand même, par les trajectoires de vie, des personnes qui pèsent davantage que d'autres dans les prises de décision. J'aurais posé une question par effet miroir. Qu'est-ce que les peuples indigènes apprennent ou ont appris ou ont envie de copier de nos modèles occidentaux modernes? Rien du tout. Oui. Rien du tout. Et notamment sur l'égalité homme-femme, c'était ça le point de... Il y a quand même des choses, mais quand même, ce qui est marquant, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie de notre modèle. Sur la question des femmes, effectivement, en fait, elles sont aux avant-postes dans les communautés, parce que les hommes sont souvent ailleurs. Elles font tout, hein, soyons clairs. Ce sont elles qui s'occupent des jardins, c'est-à-dire des champs. Elles s'occupent de la nourriture, elles s'occupent de l'éducation des enfants, de la transmission, justement, de tous ces savoirs. Et elles sont souvent un laboratoire d'idées pour demain. C'est d'ailleurs l'idée de cette plateforme documentaire que j'ai co-créée, La Voix des femmes autochtones. C'est vrai qu'elles, quand on est avec elles, on sent qu'il y a une envie de pouvoir, entre guillemets, s'émanciper. Et il y a quand même une forme de résilience aussi. Mais ça suit son cours. Comme tu le disais, il faut du temps. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, dans le Sénat coutumier, il n'y a pas de femmes. Depuis 10 ans, elles se battent pour pouvoir devenir sénatrices. L'année prochaine, il y aura une femme. Donc voilà. Elles ont ça que nous n'avons peut-être plus, c'est-à-dire prendre le temps, mais effectivement, les femmes ont des envies.
Oui, moi je confirme parce que une représentante Maasai et une autre Mbororo, Peul Bororo, donc les Maasai qui sont au Kenya et Peul Bororo, elle était du nord du Cameroun, il y avait deux choses qui revenaient dans leur rapport à leur modernité. Elles avaient envie de continuer effectivement à garder tout le meilleur de leur culture, mais elles étaient critiques quand même sur deux choses dans leur tradition, c'est l'excision et le mariage des jeunes filles adolescentes. Où là, elles disent, voilà, pour nous, aujourd'hui, même ça, ce n'est plus possible parce que c'est une atteinte à l'intégrité physique de la jeune fille et on a bien conscience qu'il y a des souffrances. Voilà, et les mariages forcés, c'est pas parce que c'est dans la tradition que c'est bon. Elles ont conscience aussi qu'il y a des choses qui peuvent évoluer et notamment dans ce qui touche, parce que c'est pas parce que c'est dans la tradition que ça ne fait pas souffrir, donc ces femmes ont conscience de ça. Et les autres choses, ça c'était plus... Par exemple, le chef chaman pygmée qui me disait, moi je connais des milliers de plantes, je suis un homme de la forêt, je suis un arboriste, mais voilà, je sais que je ne connais pas les maladies des Blancs. Il y a certaines maladies que je n'ai pas appris à soigner ces maladies-là. Donc, pour moi, l'hôpital est complémentaire. Il n'est pas dans le rejet total. Et puis, un autre, avec beaucoup d'humour, un papou, me disait, voilà, il dit, moi, j'aime bien l'écriture et l'école parce que je n'ai pas appris à écrire et à lire. Et il dit, dans nos traditions, on n'apprenait pas ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était quand même utile. Et aussi, j'aime bien le téléphone parce que comme ça me permet de draguer les filles. Voilà. Donc, après, je trouve qu'il ne faut pas idéaliser. Je veux dire, il y a des choses de la modernité qui trouvent ça sympa. Après, il faut faire attention parce que des fois, ça crée des dérives. Il y en a qui sont très critiques sur le rapport à la technologie, des écrans, des enfants qui perdent la tradition du respect de l'aîné. Donc, la plupart ne rejettent pas tout. Il y a des choses où ils se rendent compte, ils disent, voilà, il y a un chef canadien qui me dit, oui, ok, on est conscient que c'est contradictoire avec ce qu'on dénonce, mais moi, quand je prends l'avion, il dit, c'est vrai que c'est pratique. Donc, ils ont aussi leur forme de contradiction et ils ont conscience de tout ça. Il ne s'agit pas pour eux, il dit pour eux, la modernité, ce n'est pas la technologie, c'est l'harmonie entre cet équilibre entre la nature et l'humain. Donc voilà, la post-modernité, ce serait ça pour eux? Exactement. Mais juste une petite précision, non, quand je disais rien, ils ne veulent rien de nous, ils ne veulent surtout pas notre mode de vie consumériste, capitaliste, etc., etc. Toute petite précision sur les mariages forcés et l'excision, effectivement, on rencontrera des femmes extrêmement combattantes dans le domaine de l'éducation parce qu'elles savent que la clé, c'est l'éducation. Et après, quand on disait tout à l'heure, ils ont compris un peu les outils de notre monde. Dans certaines communautés, ils arrivent justement à l'intégrer à bon escient. Par exemple, dans la communauté Sariakou, il y a une case Internet. Il y a une case Internet. Elle est ouverte une fois par semaine. Ils ont une page Facebook. Ils ont l'Instagram, etc., etc. Mais les jeunes n'y vont pas pour envoyer des messages ou pour être en connexion avec leurs amis. Donc, effectivement, prendre le bon côté des choses, mais surtout pas notre mode de vie consumériste d'aujourd'hui. Ça, vraiment, quand ils viennent ici, ils nous en parlent tout le temps. Ils ne comprennent pas, quoi. À Paris, ils ne comprennent pas du tout. Dans quel monde on peut vivre, quoi, de cette manière-là. Ouais, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Saba et Anne. Moi, alors, en Afrique, c'est un petit peu différent parce que les communautés autochtones sont très reliées à la modernité, malgré elles, parfois, contrairement aux sociétés amazoniennes où vraiment elles sont très reculées. Et ce qu'on observe, c'est effectivement, par exemple, un chasseur d'ozo malien. Il prend la tenue traditionnelle en journée pour aller en brousse. Il revient le soir, il fait ses selfies sur Facebook, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, et ça renvoie aux travaux de Philippe Descola actuellement, c'est comment différentes façons d'être au monde dialoguent, s'hybrident aujourd'hui pour former des nouveaux mondes de diversité, des nouveaux mondes de créativité. Et pour illustrer ça, je peux donner un exemple, c'est ma belle-mère qui vit au Burkina Faso, qui est très chrétienne. Pour le coup, elle se lève tous les jours à 5h du matin pour aller à la messe tous les matins. Et la dernière fois, je sors la voiture de la cour pour aller faire des courses au marché et elle vient vite toquer avant que je parte à la fenêtre pour me donner 4 citrons qu'elle me demande de placer aux 4 coins de la voiture pour me protéger des mauvais esprits sur la route, ce qui est typiquement une pratique animiste. Une pratique héritée, en tout cas, de sa culture animiste. Et ça, on l'observe facilement, même dans les villes modernes africaines, où il y a toujours ces pratiques animistes qui sont très présentes et qui dialoguent, finalement, avec des villes ultra connectées, ultra mondialisées,
qui s'inventent par des flux internationaux très forts. Je suis encore très précaire, je dois avouer, sur ces réflexions-là, mais une hypothèse que je cultive, c'est que dans ces résistances, qui ne sont pas calvinistes, mais ces résistances culturelles, traditionnelles, il y a une voie pour réaffirmer la diversité des peuples et des territoires, lutter contre l'hégémonie culturelle. Et je pense qu'on devrait mieux les valoriser, en fait. Partir de ces singularités, de ces pratiques singulières territoriales, pour construire des projets de développement, y compris en France d'ailleurs. Une petite anecdote, au Gabon, j'avais rencontré un sociologue et c'était peut-être le deuxième jour de mon arrivée. Je lui dis, mais c'est quoi la répartition des croyances ici? Il m'a dit, bah, ici, dans le pays, c'est 80% de chrétiens, 20% de musulmans et 100% d'animistes. Il me semble aussi que pour beaucoup de communautés autochtones, il y a aussi une adaptation forcée. Ce qui veut dire que je pense que c'est un pourcentage très très bas de communautés qui arrivent à préserver une distance suffisante du monde moderne pour ne pas être affectées par ce dernier. Heureusement ou malheureusement, à un moment, quand ça fait déjà 70 ans, 50 ans, 100 ans qu'ils vivent à côté d'autres fermes, d'autres petits villages, il y a bien sûr une adaptation et même culturelle. Et parfois la crainte des parents, bien sûr, de voir cette culture disparaître petit à petit. Et ça revient aussi aux 3000 langues qui sont menacées. En Colombie, c'est 102 peuples différents, dont 67 qui ont été mis sur la fameuse liste de peuples qui sont menacés. Et c'est vrai que je pense que, bien sûr, si on leur demande, ils auront une réponse qui ira toujours vers la préservation de cette culture et vers une culture qui peut prospérer dans les futures générations. Mais malheureusement, la réalité fait que il y a toujours beaucoup de travail à faire, parce que c'est vrai que même j'avais des amis qui me disaient, moi quand j'étais petit et que j'allais à l'école, tout le monde se foutait, tout le monde se moquait de moi parce que j'étais habillé de cette manière, parce que je parlais cette langue. Et donc il y a un processus humain naturel, je pense, de ce petit qui se développe et qui grandit avec une honte un petit peu de cette culture. Et donc il y a un énorme travail aussi qui est fait par ces mêmes communautés pour retrouver cet orgueil de pouvoir dire non, moi je suis Sikwani, non, moi je suis Kinkwamo, moi je suis... Retrouver la fierté, c'est vraiment fondamental, mais retrouver la fierté aussi, par exemple, chez les oubliés de la République française, comme les Amérindiens de Guyane, qui, en devenant français en 1969, ont perdu finalement une grande partie de qui ils étaient. Et aujourd'hui, on a un système éducatif qui est du copier-coller de ce qu'on fait dans toutes les écoles de la métropole et qui convient absolument pas pour ces enfants des forêts qui n'ont pas de collège, qui doivent quitter leur communauté et faire des centaines de kilomètres pour étudier. Ils sont en échec scolaire et quand ils reviennent de la communauté, à la fois, ils n'ont pas pu apprendre l'enseignement traditionnel et ils ont perdu leur place et leur identité, d'où des taux de suicide de 20 fois supérieurs à la normale chez les 18-25 ans. Donc ça, vraiment, c'est extrêmement important et il est quelque part de notre devoir de les accompagner, justement. Et puisque la France ne reconnaît pas les autochtones, elle va y arriver, hein, mais elle ne les reconnaît pas encore, alors que bon, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie sont quand même des peuples autochtones, les Amérindiens de Guyane aussi, et je crois qu'il est temps aujourd'hui de les accompagner et de ne pas faire un copier-coller, parce que sinon, effectivement, c'est la destruction, c'est la perte de l'identité, de la fierté, et quelque part, c'est la mort de ce peuple-là. Et juste pour terminer, et je pense que d'autant plus c'est pour cela qu'il est si important de protéger ces territoires ancestraux, parce que tous les aspects culturels sont connectés au territoire, ou quasiment tous. Ça va des esprits jusqu'aux rituels, jusqu'aux ossements des ancêtres qui se retrouvent dans ces savanes, sous ces forêts. Et bien sûr, c'était Descola aussi qui avait dit cette phrase qui m'avait longtemps marqué, que les peuples autochtones, c'est une relation au territoire comme source de vie
Et la culture naît aussi de ce territoire. Et beaucoup de personnes qui m'ont dit on perd notre culture, sont des personnes qui ont été déplacées. Et ils n'arrivent plus à la préserver parce qu'ils ne sont plus dans cet environnement qui leur permet d'apprendre à leurs enfants à aller chasser là-bas, d'apprendre à leurs filles. La culture ne peut pas prospérer sans le territoire. J'ai envie pour rebondir sur quelque chose d'optimiste, j'adore cette citation dans Jurassic Park. Il dit que la vie trouve toujours un chemin, trouve toujours son chemin. Que ce soit pour l'éducation, en fait, sur la remise en question de tous les modèles en fait, actuels, que ce soit pour l'éducation, de l'acquisition des connaissances à plus de l'épanouissement humain, que ce soit sur la remise en cause du cartésianisme vers quelque chose, un monde où les éléments ne sont plus séparés, vers Adam Smith, où on est en train de remplacer cette main invisible du marché par une main tendue vers autrui, que ce soit aussi par la théorie de Darwin, de l'évolution des espèces, c'est-à-dire la loi du plus fort qui est en train d'être remise en cause par la loi du tous ensemble, la loi du karma. Qu'est-ce que, aujourd'hui, cette grande connexion avec la nature et la culture des humains peut nous permettre, en fait, pour créer un avenir plus harmonieux? Cette vision holistique qu'eux semblent ou ont depuis des millénaires, comment est-ce qu'on peut se l'approprier et justement dans cette remise en question de tous les modèles-là, qui est en train d'être faite de toute façon naturellement, et pour qu'eux puissent aussi jouer un rôle dedans, d'inspiration et puis même de vécu, d'expérience. Comment est-ce que pour vous, en fait, cette reconnexion à la nature, et notamment ce que tu disais justement sur un Indien sans terre n'est plus un Indien, comment est-ce que cette reconnexion à la nature-là peut nous permettre d'écrire de plus belles partitions pour demain? C'est vrai que dans cet même article d'Escola, il citait donc où cette situation était connectée à un paragraphe sur lequel il parlait des ZAD, donc ce qui est des zadistes ou de la ZAD qu'il y avait en France. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait le parallèle à ces personnes qui avaient, bon bien sûr c'est un débat, hein, mais ce souhait de se reconnecter à un territoire pour retrouver un territoire comme source de vie. Et c'est vrai que c'est pour ça que bien souvent on dit peut-être que la leçon des peuples autochtones, c'est de faire un pas en arrière. Un arrière sans régresser, mais en revenant aux bases ou en revenant à ce qui nous a donné la vie et qui est ce territoire. C'est vrai que pourquoi est-ce qu'une communauté ne veut pas qu'on pollue son eau? Parce qu'elle boit dedans, et si on la pollue, ben elle ne pourra plus boire dedans. Pourquoi elle ne veut pas qu'on coupe les arbres? Parce que s'il n'y a plus d'arbres, il n'y aura plus d'animaux et ils ne pourront plus chasser. C'est vrai qu'il y a une relation à la nature qui va plus loin que notre conception à nous. Très souvent, on me demande, et eux, le réchauffement climatique, la lutte contre le plastique et tout. Oui, c'est pas forcément eux leur pensée première quand ils sont en train de lutter pour la protection de leur territoire. Leur manière de lutter pour leur territoire, c'est de lutter pour la source de vie, pour l'air, pour l'eau, pour la viande. C'est vrai que ils sont tous, enfin moi en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés, ils sont unanimes en disant que ça passe par l'éducation des plus petits, la rééducation aussi des plus grands. Et il y avait ce chef d'aîné du Canada, François, qui disait voilà, est-ce que tout le monde a conscience que même un portable, un ordinateur, ça vient de la terre, que tout, que ce soit une table, une chaise, et combien de fois on dit merci à cette terre, combien de fois on est reconnaissant. Donc cette attitude, tout à l'heure, au début de la conférence, je parlais de cette reconnaissance qu'ils ont. Ça passe par là, de cette prise de conscience que tout ce qu'on a vient de la nature, et de ne pas se positionner quand tu parlais de Darwin, dans cette attitude de dominant, de loi du plus fort, du prédateur, et que revenir à quelque chose de plus humble, plutôt que de revenir en arrière. Moi je dirais se renraciner, de voir, plutôt que de voir tout là-haut, de revenir à la base, de se reconnecter à la terre. Et comment on fait ça pour eux? C'est tout simplement en apprenant aux enfants à cultiver un petit jardin, à danser. Quand ils dansent, par exemple, ils enlèvent toujours leurs chaussures. Je leur dis, mais pourquoi? Ils disent, parce que quand on danse, on doit se connecter à la terre. Donc c'est loin d'être des illuminés, parce que voilà, on peut faire la critique, oui, mais ils ont une vision très spirituelle, ils voient des esprits partout. Oui et non, dans le sens où ça se respecte, on n'a pas à juger ça, mais c'est des gens qui sont très terre à terre, ils sont très connectés à leur terre, et c'est pas pour rien qu'ils y sont très attachés.
Et nous, c'est nous, moi je pense, qui sommes déconnectés de cette terre et qu'à travers, avec l'éducation, bon maintenant il y a quand même de plus en plus d'initiatives en France, citoyennes, dans les oasis, dans le retour à la ruralité. C'est pas une régression, c'est juste qu'aujourd'hui il y a des gens qui se rendent compte qu'on ne pourra pas y arriver si on se coupe de ce lien. Une chose qui est sûre, c'est qu'absolument personne dans cette salle n'est connecté à la nature, au sol, là tout de suite. Là. Peut-être pour faire le lien finalement entre, alors j'aime pas trop cette expression, c'est pour aller vite, pardon, entre nord et sud, c'est finalement comment quand on se reconnecte avec la nature, on redécouvre la relation, comme les populations autochtones. Et là, ça touche plus mes recherches d'aujourd'hui sur les jardins potagers dans des villes très pauvres. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations dans les villes anciennement industrielles retournent à la terre au départ uniquement pour des raisons économiques. Il faut qu'elles se nourrissent elles-mêmes et qu'ils nourrissent leur famille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fil de la pratique, un apprentissage se met en place qui fait que cette motivation économique devient indissociable de toute une série de motivations. D'ordre social, dans le jardin, on crée des liens avec des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées par ailleurs. D'ordre spirituel, lorsque le jardin est une fuite des HLM. D'ordre de l'estime de soi également, donc de la relation à son propre corps, à son propre esprit. Lorsqu'on oppose finalement ce qu'on peut faire dans le jardin, on est notre propre maître, on construit un projet qui nous tient à cœur, en opposition avec le travail à la chaîne qu'ils avaient à l'usine. Ça m'a beaucoup questionné dans mes recherches. Et au début, j'avais l'hypothèse de me dire, en fait, grâce au jardin, ces personnes sortent de la précarité financière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pas tellement. Pas tellement, pourquoi ? Parce que déjà, leur jardin ne leur rapporte pas beaucoup, moins qu'un SMIC, dans tous les cas. Mais aussi parce que finalement, elles privatisent un lieu qu'on pourrait penser comme espace public et qui concernerait plus de monde qu'une minorité de jardiniers. Mais se joue dans ces jardins quelque chose de peut-être plus important. C'est un jugement de valeur, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose d'intéressant qui dépasse la précarité. C'est ce que j'appelle des nouveaux agencements de la liberté. C'est-à-dire qu'à travers le jardin, se construisent des trajectoires émancipatrices qui reconstruisent du lien à soi-même, à l'autre, au fantôme même. Lorsqu'un jardinier, par exemple, vient me voir avec un vieux sécateur tout rayé qui ne marche même plus, mais puisque ça appartenait au grand-père, ça lui tient plus à cœur que d'utiliser un autre sécateur. Donc à travers en fait, des espaces de nature, on redécouvre la relation, on redécouvre le lien. On redécouvre également une trajectoire d'émancipation qui correspond à soi-même. Et là, je pense que c'est finalement dans ces nouvelles formes, dans ces nouveaux agencements entre nature et culture, il y a la clé de l'écologie de demain. C'est-à-dire que l'écologie doit se positionner sur le fait de comprendre que les territoires n'appartiennent pas qu'aux humains d'une part, et que c'est par des relations équilibrées entre humains et non humains qu'on réussira à avancer ensemble d'autre part. Il y a une des manières en fait, de se connecter aussi à l'âme du monde, aux sources de l'être, c'est la poésie. La poésie en grec ancien, ça veut dire créer, faire. Donc en fait, le poète, c'est pas juste un rêveur, c'est aussi un créateur de nouveaux mondes. Et en fait, quand on écrit de la poésie, il y a un changement de paradigme naturel qui s'opère dans la manière dont on écrit. Et moi, les belles vertus de la poésie, je trouve qu'il y en a trois. La première, c'est le champ lexical. Comment est-ce qu'on peut trouver le mot juste dans notre communication au présent ? Ensuite, le champ des possibles. Comment est-ce qu'on peut aller contempler l'horizon infini devant soi ? Comment est-ce qu'on peut contempler l'idéal, se projeter dans l'avenir ? Et le troisième, c'est le champ émotionnel. Comment on peut toucher le cœur des gens ? Et c'est peut-être une manière en fait, de communiquer à la fois avec autrui et puis aussi des émotions et puis un avenir possible. Je voulais inviter sur scène là maintenant Philippe Rovert, qui est un poète de l'humain et qui voulait nous déclamer un poème sur justement cette vision de l'être humain et comment on peut devenir soi et être connecté à notre humanité la plus profonde pour ensuite se projeter dans un avenir commun. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, avant de vous dire le poème, je vais vous raconter un peu pourquoi je suis là et pourquoi l'histoire de ce poème. Donc, pour rebondir sur tout ce qui a été dit avant, moi, j'ai suivi une éducation occidentale. Et puis, j'étais fort en maths. Donc, j'ai fait un bac S. On m'a même pas demandé ce que j'aimais. On m'a juste dit, t'es fort en maths, faut faire un bac S. Après, j'étais ingénieur. Puis, j'ai fini par être ingénieur commercial. Et je vendais des piscines sur la Côte d'Azur. Et plus je détruisais la planète, c'est-à-dire plus j'installais des piscines sur des lotissements avec des digicodes, sur des pans rocheux comme ça, des falaises, des lieux absolument magnifiques, ou des lotissements pas très beaux finalement, réservés pour des personnes qui viendraient là 1 mois par an peut-être. Plus on me disait c'est formidable ce que tu fais,
plus j'avais une technique managériale qui était dure avec mes employés, plus on me disait c'est formidable ce que tu fais. Et donc plus j'étais dans la destruction, plus on me donnait de l'argent. Et on me disait bravo, c'est super. Et moi je me dis mais je peux pas faire ça, c'est pas possible, je vais mourir, je vais... Alors ça a failli se produire, j'ai commencé à déprimer, à m'enfoncer profondément dans une déprime. Je suis allé très loin dans cette déprime, très très loin. Et puis un jour, une amie m'a dit mais je t'invite, viens, il y a un concert, viens. Je dis bon bah si tu veux, allez, je viens avec toi. Et pendant ce concert, c'était du jazz, mais il y avait un batteur, il s'est mis à faire un solo. Mais en dehors du jazz, hein, c'était incroyable. Il s'est mis à taper sur sa batterie, à se lever, à se mettre debout. Il s'est mis à pousser des cris. Des cris de bêtes, des cris de joie, des cris de transe. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais ça m'a touché. Au plus profond de moi, j'étais assis sur ma chaise comme ça. Et je me dis, mais c'est possible ? On a le droit de vivre en dehors des schémas... parce qu'à l'école, c'est très mental, en fait. C'est très, très mental. On vous apprend des choses très mentales. Et là, j'ai vu quelqu'un qui explosait de vie. Du coup, ça m'a montré la vie qu'il y avait en moi. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à abandonner mon ancien chemin. Je me suis dit, après tout, moi, je ne suis pas fait pour être ingénieur. Je suis fait pour peut-être pour autre chose. Je suis fait pour être différent. C'est pas facile. Je l'apprends tous les jours depuis 20 ans. D'être différent, c'est pas facile du tout. Mais, chemin faisant, j'ai retrouvé une force, une vie, une connexion à quelque chose que j'aimais. Et c'est passé notamment par les mots chez moi, par la poésie, par l'écriture et par le chant de la vie. Et à l'entracte de ce concert, il y avait un grand préau et tout le monde fumait sa cigarette sous le préau et il pleuvait. Et moi je me suis dit, bah, je vais mettre sous la pluie. Voilà. Et j'étais vraiment super bien sous la pluie. C'est comme si la vie rentrait en moi. La vie sans dogme, sans... La vie, pour ce qu'elle est, simplement la vie. Donc j'ai écrit un poème qui s'appelle « La pluie m'attire ». Alors ça ne parle pas que de ce moment-là, ça parle de tous les moments où la pluie rebondit dans ma vie, où la pluie rentre en moi, m'émerveille. Et c'est pour lui dire merci à la pluie. Voilà, tout simplement. Et ça s'appelle « La pluie m'attire ». La pluie m'attire. La pluie me tire de mon cauchemar, d'un monde béton au cœur avare. De goutte en goutte, je me réveille. De goutte en goutte, c'est plus pareil. Le goutte à goutte des gouttes d'eau m'émoustille, coule dans mon dos, tambourine, tape ma peau. Un rat, ça vous dégoûte. Pourtant, si propre se cache sans doute dans ma personne, dans ma pomme. Et sur ma route, au vent des halles, sur ma frimousse de campagnole, elle éclabousse, elle dégringole, fine secousse, la vie foisonne, tam-tam de l'eau, ma peau résonne, ma peau frissonne. Tam-tam de l'eau, ma peau résonne. Wouh! Tam-tam de l'eau. Frissonne. Je pars, j'embarque, je largue les amarres, je quitte cette terre et son commerce, je quitte cette terre et ses vitrines et vogue, vogue, vogue la galère. Pluie, tes clochettes me ravigotent. Sous ta houlette, je trotte, tu es le pain béni, l'antidote. Tu joues de la gouttière, de la tombe à le pierre. Tu crépites dans les graviers des cimetières. Dans les flaques, tu fais des bulles. À mes oreilles tintinabule, tu t'éclates sur les parvis, tu carillonnes, tu rebondis. Tu carillonnes, tu rebondis. Tu carillonnes, tu rebondis. Et je suis juste à l'extérieur du préau, je regarde la pluie. Des milliers de petites gouttes tombent, 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 me font de la fraîcheur sur la joue, me font de la fraîcheur sur les yeux, sur les paupières, sur le cheveu, coulent derrière mes oreilles, coulent dans mon cou, me font une sorte de cape d'eau, une cape de vie. Les fines aiguilles tombent en vrille, 1000 ballerines dansent divines, me tournent autour, m'embobelinent, m'habillent d'une capeline.
Alors à toutes ces fées du ciel, à ces ondines, cette pluie de perles, m'offrant un doux babil, un grelot, grenadine, à toutes ces fées du ciel m'ayant ressuscité, à toutes ces ondines, cette pluie de perles, onyx, nymphes, naïades, sœurs, sibyllines, merci, merci, merci la pluie, merci, merci, merci la pluie, merci, merci, merci la pluie, merci. Merci à toi et merci à l'eau de vie. Merci Philippe. J'ai envie de rebondir sur deux choses, sur le fond et sur la forme. Sur le fond, sur le fait qu'on a tous des talents à offrir au monde. Ça peut être la poésie, ça peut être d'autres cadeaux qu'on a à offrir au monde. Et la deuxième, et je voudrais commencer par là avant d'aller sur l'autre, le rôle du langage. Le rôle du langage, des mots. J'ai adoré cette expression de faire exploser la vie. Enfin, de faire exploser la vie, de faire justement de vibrer pour vraiment avoir cette étincelle de vie-là. Quel est l'espéranto ou le langage de communication qu'utilisent en fait les peuples premiers et comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer par rapport au langage moderne qu'on utilise et est-ce qu'un espéranto est possible et comment est-ce qu'eux utilisent le langage en fait? C'est une question difficile parce que bon, chaque peuple autochtone a sa langue qui est issue, comme l'a très bien dit Lucas, d'un rapport au territoire qui est différent d'un peuple à l'autre. Puisque le territoire est différent, le rapport va être différent. Est-ce qu'on peut construire un langage commun? Oui, enfin, ce que j'aurais tendance à dire là, comme ça, à chaud, c'est oui, à condition que ça ne remette pas en cause la capacité justement à s'inscrire dans la diversité à l'échelle de l'habité, en fait. À l'échelle de là où on vit. Je citais l'exemple du Béarn tout à l'heure. Je pense qu'il est un peu exemplaire de la façon dont on se déconnecte les uns des autres et des territoires. Et comment, dans les projets politiques qui sont portés, on est incapable de penser ce lien. Après, la communication favorise également beaucoup de choses, beaucoup de partage à l'échelle internationale d'ailleurs. Je regrette toujours, moi, de ne pas pratiquer assez bien, même pas du tout, je bredouille quoi, les langues africaines, pour pouvoir justement plonger dans les relations qui les composent. Les mots sont des actes politiques, quelque part. Les mots traduisent des mondes à eux seuls. Et ça me fait penser, alors, c'est vraiment un show, hein, parce que la question me semble difficile, mais aux travaux de Malcolm Ferdinand. C'est un Antillais, un philosophe, qui travaille au fond sur une écologie qui se pense depuis les Antilles. Et il avance l'idée que l'écologie depuis les Antilles doit se structurer uniquement dans des perspectives décoloniales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'écologie depuis ces territoires-là sans penser les injustices qui ont entraîné le système colonial. Et je crois que si je prends le cas des pays africains où le français est aujourd'hui imposé quelque part, le français entraîne également énormément finalement des nouvelles inégalités entre les peuples qui caractérisent ces territoires. Et je pense que la clé, alors comment y aller, c'est ça la question, mais la clé c'est une expression du chercheur Arturo Escobar qui dit qu'au fond l'écologie, toute l'écologie pourrait se résumer à cette phrase: construire un monde qui puisse abriter plusieurs mondes. Et justement, le langage peut être la clé pour unir la diversité des mondes à l'échelle locale et un nouveau système universel. Voilà, mais quels codes vont composer ce système universel? J'avoue que aujourd'hui, je ne sais pas. Un nouveau système universel dans l'absolu ou linguistique, tu voulais dire? Alors, de nouveaux codes universels, c'est-à-dire un nouveau récit international qui peut nous fédérer. Certains le voient dans le réchauffement climatique. Je ne crois pas. Je le vois plutôt justement dans la réaffirmation de renouer avec la diversité des mondes, avec la diversité des territoires. Voilà. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus ce nouveau récit d'avenir qui est effectivement pas forcément le climat, mais potentiellement une diversité humaine, ou je ne sais pas ce que tu voulais dire par là? Oui, alors ce qu'on observe, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a des discours qui sont très uniformisants, des façons d'être et de penser. Claude Lévi-Strauss, en 1955, dans Triste Tropique, en parlait déjà. Imaginez ce qu'il dirait du monde d'aujourd'hui, quoi. Il disait ça, il disait au fond, dans mes voyages, moi je ne veux plus voyager, le monde est en train de devenir plat, comme un champ de betteraves. Il utilise cette expression. Et c'est vrai, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Prenons le cas de la France, par exemple. Toutes les villes s'inventent de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble plus à la périphérie de Rennes que la périphérie de Lyon, par exemple. Et puis, de manière générale aussi, on est sur des politiques métropolitaines, en fait, où
paradoxalement, on décentralise les pouvoirs à l'échelle nationale, mais on les recentralise autour de villes-royaumes que sont les grandes métropoles, qui phagocytent toute la diversité territoriale à côté. Il y aurait autre chose à faire. Tout à l'heure, je prenais le cas d'Alès. Ce que fait Alès, mais il ne faut pas le reprocher à la ville, c'est les politiques gouvernementales qui le sous-tendent, c'est qu'elle essaye de rattraper la danse, c'est-à-dire qu'elle essaye de devenir également métropole. Ce faisant, elle investit des sous incroyables dans des projets pour des populations qui ne sont pas là, les cadres territoriaux, les populations à très forts capitaux sociaux et intellectuels qui vivent dans les métropoles, en oubliant du coup les populations qui composent déjà le territoire. Alès aurait quelque chose d'autre à faire. Alès, c'est la capitale des Cévennes, et les Cévennes charrient un imaginaire qui est incroyable, qui fédère énormément, qui dispose d'une diversité incroyable, et une diversité qui est en train de s'écrouler dans le récit capitaliste qu'on connaît aujourd'hui. Pour vous donner un indicateur parmi 1000, aujourd'hui, 5% des châtaigneraies sont toujours exploitées en Cévennes. Autrement dit, 95% des châtaigneraies sont à l'abandon, patrimoine mondial de l'UNESCO, pourtant. En se reconnectant à son territoire, à sa singularité, aux relations qui le composent, Alès pourrait s'inventer comme réelle capitale des Cévennes, s'inventer autrement. Et je pense que c'est la clé de l'écologie, parce qu'au fond, la diversité crée de la résilience, la diversité crée de nouvelles créativités, la diversité crée de la rencontre, la diversité crée de l'attention à ce qui est autre, ce qui n'est pas nous. Et parfois, on a tendance à l'oublier, y compris dans les politiques écologiques, qui a tendance à rassembler, à centraliser, à homogénéiser. Et je pense que sur du long terme, on va être contre-productif dans ce qu'on a voulu créer, c'est-à-dire des politiques qui protègent, en fait, qui protègent la résilience, qui protègent notre capacité à rebondir face à des aléas. C'est la diversité qui le crée, et on se monogénise énormément à l'échelle des territoires. Ce qui se passe en France, il faut le penser également à l'échelle mondiale. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir encore, c'est que la plupart des peuples à racines sont des peuples à tradition orale, même si les Touaregs ont leur écriture, tout ça, mais c'est quand même cette relation au langage oral qui est fondatrice de beaucoup de choses dans leur culture, et notamment les récits. Déjà, les premiers récits, c'est les récits mythologiques de la création de leur monde, de leur cosmologie, les récits rituels qui sont à travers les chants, la poésie, donc le langage est fondamental, le récit qui guérit aussi, parce que c'est aussi par le soin. C'est vrai qu'en Occident, on a cette tradition aussi qui s'est perdue. Quand dans la Bible c'est dit « le Verbe se fait chair », ben pour eux aussi. Parce que ce langage, c'est ce qui véhicule, c'est pas juste un langage pour eux, c'est pas juste un moyen de communication, ça véhicule une énergie. Donc comme ils disent, l'intention, derrière l'intention que tu mets dans ton langage est important. Et c'est pour ça que l'importance du mot, du récit est fondamentale, puisque ça construit aussi, c'est à l'origine, à la source de leur culture. Ce qu'on appelle la cosmogonie, les récits de création du monde dans chaque culture, elle est racontée tous les soirs. Moi, je me souviens, mes grands-parents berbères, on était dans la moyenne montagne au Maroc, et puis tous les soirs, ils nous racontaient une histoire. Ils nous racontaient des contes, des sagesses. Et puis, moi, je sais que ça m'a construit tout un univers dans mes souvenirs d'enfance, de vacances là-bas, de l'importance de se relier les uns les autres et à la nature, parce que dans cette histoire, tu parlais de relations, il y a des animaux, c'est un peu comme les fables de La Fontaine, on a ça aussi. Tout ça, toutes ces cultures-là, on les a en Occident, mais il suffit de les réveiller. Et je pense que les peuples racines sont des éveilleurs, ils viennent nous interroger, nous toucher là où on commence un peu à s'endormir, en disant allez, réveillez vos racines. D'ailleurs, dans le langage des plantes, même en sciences, les racines dans un arbre, c'est là où il y a le plus d'activité électrique. Donc c'est un peu le cerveau de la plante. Donc peut-être qu'on a besoin de ce langage-là pour se reconnecter à notre propre corps, parce que la première nature chez nous, c'est notre corps. Et à ce moment-là, on est tous ensemble au coucher du soleil, souvent dans la nature. Tu parlais des contes berbères, mais on pourrait parler aussi de l'importance de la poésie chez les femmes berbères. Cette poésie qui soigne, qui est thérapie. Quand on est au chant, que c'est difficile, toutes les femmes chantent cette poésie. Et il y a une expression chez ces femmes berbères kabyles que j'ai rencontrées qui est de dire « mais moi, avec la poésie, je chante ma misère ». Et quand ça ne va pas, on déclame de la poésie en chantant.
Et ça, c'est vraiment extrêmement important et fondamental. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, la force de ce langage-là que nous, on a perdu et qu'ils ont gardé. Et qu'on pourrait justement, ils pourraient nous aider à reprendre ce langage tout simple et tout ténu entre nous. Merci, bien sûr. Après, je mettrais juste un mini bémol, en fait, c'est que Dieu, comme la poésie, il ne faut pas juste aller le voir quand ça ne va pas. Hein, c'est même la poésie aussi un moteur en fait de rêve d'avenir, d'horizon positif, d'élan d'optimisme vers l'avenir et pas juste d'expression. Et parce que malheureusement, c'est souvent le cas encore aujourd'hui. La poésie est souvent utilisée que comme expression de la misère de sa condition humaine, alors qu'en fait, elle a beaucoup plus de richesse que cela. Merci. Je voulais rebondir. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de plus sur le langage, sur la poésie ou sur l'écriture? Est-ce qu'on est cool là-dessus? Okay. Alors, je vais repartir sur l'autre chose, qui est ce que tu disais, sur le récit de demain, sur cette notion de singularité, cette biodiversité humaine. Et je pense qu'on a eu un exemple en fait d'un art, la poésie, qui était là, d'un poète qui est venu déclamer, qui est venu nous faire un cadeau. Et est-ce que le monde de demain ne serait pas justement un monde dans lequel chacun pourrait être dans sa zone de talent, avec son propre, dans son flow, dans son cinquième élément, moi j'aime l'appeler dans son point G, dans son point génial, dans son génie, c'est-à-dire dans son cadeau, dans son essence, dans ce qu'on a en fait à offrir au monde, dans notre part de colibri, dans notre valeur ajoutée, dans notre valeur ultime. Parce qu'on a tous un trésor caché qu'on peut donner, à la fois qui puisse nous permettre à la fois de nous réaliser personnellement, mais aussi de contribuer collectivement au monde qui nous entoure pour trouver notre place. Notre place en faisant ce don. J'adore cette citation de Picasso qui dit que le sens de la vie est de trouver ses dons, le but de la vie est d'en faire don aux autres. Donc ce que j'aimerais vous proposer en fait pour clôturer cette belle table ronde, en fait, c'est que vous puissiez tous vous mettre par binôme et demander à la personne qui est à côté de vous, c'est quoi toi ton point G, ton point génial, ton cadeau à offrir au monde en un mot clé. S'il y avait une chose qui vous caractérise, qui vous définit en tant qu'être humain, en tant que contributeur positif au monde, ce serait quoi? Une vertu que vous avez, que vous offrez quotidiennement au monde, ce serait quoi? En un mot, ça peut être un mot composé, un mot inventé, mais juste un mot pour qu'on puisse en fait regarder en fait l'ensemble des richesses humaines qui sont déjà à disposition dans cette salle pour construire le monde de demain. On se donne 5 minutes, 2 minutes par personne, mettez-vous par groupe de 2 et un mot par personne. D'accord? Un cadeau par personne. Merci. Je te note juste le possible, juste pour aller vite, les rêves possibles. Croire dans des rêves possibles. Ok, on va revenir après. Hein? La curiosité. Amour. Mais inconditionnel. Ça, c'est l'univers qu'il y a derrière, mais ça reste l'amour, mais merci beaucoup. Juste le mot. Optimisme, ok, merci. Attends, je n'entends rien. On n'entend pas, hein. Ok, le réalisme. Le smile, le sourire. Le smile aussi. Expérience, ok, super. L'assurance. Le bon caractère. L'assurance de ton caractère, ok, très bien. Connaissance de savoir traditionnel. Et on termine par vous trois. La bienveillance. L'adaptation. Et attentionné, ok. Et alors là, on avait... Ça, c'était, tu m'as dit, la joie, la curiosité, transmetteur, et pareil, transmetteur aussi. Et moi, c'était l'harmonie. Merci beaucoup à vous d'être venus là. On va prendre un petit quart d'heure pour des questions-réponses, ça vous va? Et après, on partira sur deux choses. Une séance de dédicace sur 2 livres. Le livre de Sabah sur un plaidoyer sur la terre qui s'appelle Parole de peuple racine. Et mon livre qui s'appelle Trouver son point génial. Et également Anne Pastor qui vous fera une visite guidée de son exposition qui est juste derrière sur la voix des femmes autochtones. Avec plaisir. Si je peux rajouter un petit mot, ce samedi, l'après-midi, Aya, l'organisation de Damien,
va proposer une série d'ateliers, de 3 ateliers. Et on va aussi avoir la projection de mon premier court-métrage. Donc c'est un message, ça s'appelle L'appel de la Terre. Et c'est 5 peuples autochtones qui nous envoient un message, donc un message rempli d'expérience aussi. Et avec, vous le verrez vous-même, beaucoup de pouvoir. Et on finira aussi après avec une table ronde avec aussi des personnes d'IAM et de Survival International et Planète Amazon. L'aventure continue. Merci. Donc samedi à quelle heure? Samedi, donc toute l'après-midi à partir de 2h pour les ateliers et la projection du documentaire à 5h30. Ouais. On va prendre 3 questions si ça vous va, juste communes, collectives, et puis après de toute façon, en fait, tous les intervenants sont à votre disposition si vous voulez échanger avec eux de toute façon. Alors, je crois que tu as... D'abord, merci beaucoup pour la consistance et la valeur de vos témoignages. Ça fait vraiment plaisir. Alors, ma question c'est... Vous avez parlé de rupture. On est dans une période de rupture. Et en simplifiant beaucoup, on pourrait imaginer que cette rupture, elle est entre les gens qui sont connectés à la nature et les gens qui ne le sont pas. Si on prend les projections actuelles, là on est actuellement 6,5 milliards sur la Terre. En 2050, à l'horizon 2050, on devrait être à peu près 9 milliards. Et sur ces 9 milliards de personnes, il y a à peu près 70 à 80% de personnes qui devraient vivre dans les villes. D'où ma question, est-ce qu'il est possible d'ouvrir les villes à la nature et comment? Alors moi, ce que je peux dire sur ça, c'est qu'actuellement, dans le milieu des géographes, alors oui, Vincent indique que je suis anthropologue, mais en fait, je fais des recherches en géographie, je mélange les 2 disciplines en permanence. Je trouve que c'est voilà, travailler la relation à l'échelle territoriale, c'est un peu ça la géo-anthropologie que je pratique. Et il y a 2 modèles de villes un peu durables qui sont travaillés. La première, qui est très portée en France, c'est le modèle métropolitain, c'est la ville compacte. Effectivement, pour pouvoir protéger la nature, c'est de faire une ville qui se concentre sur elle-même, qui pousse en hauteur pour protéger les espaces naturels, les espaces naturels et agricoles en périphérie des villes. Deuxième modèle, c'est ce qu'on appelle la ville diffuse. C'est une ville qui, certes, s'étale, mais qui intègre dans son métabolisme énormément d'espaces agricoles et d'espaces verts. Il n'y en a pas trop en France. Celle qui est la plus connue, c'est Kyoto, au Japon. C'est une ville qui s'étale énormément, mais dans laquelle il y a énormément de jardins zen, de rizières, etc. Les 2 modèles, ils ont selon moi 2 limites. La première, c'est tout dépend de ce qu'on appelle également nature. C'est-à-dire que même la nature qui est intégrée ici dans les grandes métropoles, dans la ville compacte en tout cas, c'est une nature qui est d'une part très artificialisée, mais à la limite ça c'est pas forcément très grave, elle apporte quand même des bénéfices. Mais en tout cas c'est une nature qui ne travaille pas forcément la relation en fait à l'autre. C'est une nature muséifiée un petit peu. Le jardin à la française, c'est typiquement ça. Un jardin à la française, c'est un jardin qui est construit uniquement pour le plaisir de la vue. En aucun cas, les 5 sens sont travaillés, le toucher, l'odeur, etc. Et ce faisant, on crée une nature objet qui ne répond qu'à un seul de nos plaisirs et qui empêche la compréhension de la complexité du vivant, d'une part. Et d'autre part, ce qui gêne un petit peu dans ces retours de la nature en ville, si je prends le cas de l'agriculture urbaine, par exemple, c'est que finalement, elle légitime une autre forme d'inégalité qui est l'hégémonie urbaine sur la diversité des territoires. Un exemple très concret pour illustrer ça, on pourrait en prendre plein, c'est par exemple, vous avez peut-être entendu parler de l'entreprise Agricool qui fait des fraises dans des conteneurs ici à Paris. C'est une entreprise qui va très bien parce que c'est fun, etc. Ils sont financés par des Émirats, etc. Ils ont aujourd'hui 40 employés pour des fraises hors sol qui fonctionnent avec de l'hydroponie. En parallèle, il y a des paysans qui cultivent les valeurs de la terre en Languedoc et qui n'arrivent pas à vivre de leur métier pour ces mêmes fraises. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des nouvelles concurrences territoriales qu'il faut penser. Pour moi, la clé, en fait, c'est de réouvrir la capacité à vivre dans n'importe quel type de territoire. Pour moi, c'est ça la clé de l'écologie de demain. C'est pas de concentrer les gens dans les villes, au contraire, c'est de concentrer les gens dans une diversité territoriale, y compris en territoires ruraux. Ça demande de renouer avec des imaginaires, de montrer qu'il y a de nouveau de la créativité en campagne, qu'on peut inventer des choses en campagne qui sont très fortes. À titre d'exemple, il suffit d'aller au cinéma pour voir à quel point les imaginaires ruraux ne sont pas valorisés, y compris dans le cinéma d'auteur. 95% des villes se passent dans des zones urbaines et à Paris, comme la France est un pays très centralisé, ça se passe à Paris. Donc il y a un véritable bascule en termes d'imaginaire à faire. Se pose la question du foncier, se pose la question de l'espace. Et là, je pense qu'il y a des pionniers, t'en parlais un petit peu, qui retournent à la terre et qui montrent qu'on peut vivre en campagne dans de l'habitat partagé, c'est-à-dire dans de l'habitat qui ne s'étale pas. C'est-à-dire qu'on renoue avec la relation de la diversité des territoires sans non plus phagocyter
par le béton les territoires. Là, je pense qu'il y a des nouveaux modes de vie qui sont à penser, permettre le retour à la terre quelque part. Et finalement, il y a plein d'outils qui le permettent aujourd'hui. Je pense au numérique, par exemple, développer le télétravail ou autre. C'est finalement donner la capacité à chacun de vivre de manière libre dans le territoire qu'il a choisi. C'est un petit peu ça, finalement, l'écologie de demain. Merci. Une autre question? Alors, le mot de la fin, je vous laisse chacun dire un dernier mot sur ce que vous avez envie de dire, sur le mot du début, en fait, sur tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que vous avez envie de partager, un dernier mot que vous avez envie de partager justement dans cette coécriture du monde de demain avec les peuples premiers? Et merci encore une fois d'avoir été présent sur scène ce soir. Alors je pense que déjà c'était un moment spécial parce que bon, on parle de peuples autochtones qui pour beaucoup vivent loin d'ici. Après c'est vrai que pour moi c'est une famille aussi. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, des gens qui m'ont offert énormément et qui chaque jour continuent à vivre dans des situations très très difficiles. Donc c'est vrai que s'il y a quelque chose à garder de cette conversation, c'est de ne pas oublier que l'histoire se coécrira ensemble et qu'il y a beaucoup d'acteurs qu'on tend à oublier, des personnes qui, chaque jour, luttent non seulement pour leur survie, mais pour notre survie. Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'ils vont continuer à se battre, mais si on n'est pas à côté d'eux, si on ne peut pas aussi amener notre pierre à l'édifice, leur lutte va être très difficile. Et donc c'est un message, c'est aussi le message que souvent ils me demandent de passer, c'est que la main est tendue, mais maintenant il faut la saisir. Alors pour compléter les propos qui viennent d'être dits, il ne faut pas oublier qu'ils sont souvent, très très souvent, une minorité menacée, qu'ils gênent par leur seule présence, que leurs droits sont bafoués, que leurs traditions sont méprisées, alors que, vous l'avez entendu pendant près de 2 heures, ils sont dans bien des domaines un laboratoire d'idées pour demain, alors que peut-être aujourd'hui est-il temps de les écouter, d'échanger, d'apprendre avec eux. Et les réseaux sociaux sont une arme, sont un outil d'information extraordinaire et une arme pour ces peuples. La plupart sont aujourd'hui connectés et on peut entrer en contact directement avec eux ou lire vos magnifiques livres. Moi, je dirais qu'il faut essayer de s'ouvrir à la rencontre avec l'autre, qu'il soit humain ou non humain. C'est difficile, ça demande un véritable effort de comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Mais par cette méthode, s'ouvrent des mondes de créativité incroyables, plus justes, plus durables, plus poétiques. Et un livre qui m'a beaucoup marqué, peut-être que je peux conseiller, c'est le livre de Pierre Boulle, La planète des singes. On parle beaucoup des films, on ne parle pas assez du livre. Le livre, il est incroyable parce qu'il nous montre en fait que dans un zoo, finalement, la cage a toujours 2 côtés. Et que voir un animal en cage, c'est se confronter à la propre violence qu'on se fait à nous-mêmes. Et finalement, renouveler le lien à l'autre, et quelque part, première humaniste, parce que ça renouvelle nos façons de penser l'humanité également. Moi, j'ai d'abord envie de leur rendre hommage parce que c'est vrai que c'est une famille humaine et je sais que c'est les conditions qui ne peuvent pas le permettre, mais je suis toujours un peu gênée parfois de parler en leur nom sans qu'il n'y en ait pas au moins un représentant. Donc, des fois, on me dit « Oui, mais tu es Indian Moroccan, ça va. » je me dis peut-être que si je ne peux pas parler à leur place, je parle à ma place, mais comme ça, spontanément, j'ai des phrases qui reviennent, qui m'ont dites « Repose-toi et puise, tant qu'il y aura des arbres, il y aura des hommes. Avec la joie, on peut tout construire. La nature est dans notre ADN. » Voilà, tout ça, c'est des phrases qui viennent d'eux, c'est leur message. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est que malgré tout ce qu'on leur fait subir, pas seulement avec l'histoire coloniale qui a déjà fait beaucoup de dégâts, mais aujourd'hui, toutes les ressources de matières premières qu'on vole chez eux,
nous servent à nous, à nos modes de consommation. Donc, moi, je suis complètement d'accord qu'il faut évidemment être en solidarité avec eux. Mais souvent, ce qu'ils nous demandent, c'est la première solidarité, c'est de repenser nos modes de consommation, parce qu'ils disent, voilà, les entreprises qui viennent chez nous, c'est pour vous nourrir vous. C'est pour, par exemple, au Niger, avec les peuples Touareg, l'électricité d'Areva, l'uranium, c'est 90% de l'électricité d'EDF. Donc on peut passer très bien à Enercop pour même pas 5 € de plus par mois, des choses comme ça. Donc repenser nos modes de consommation en disant, ben voilà, la déforestation, le soja, la viande consommée ici qui n'est pas bio. Enfin, il y a énormément. C'est pas des peuples exotiques loin de nous, parce que leurs produits, leur environnement, leur terre qu'on est en train de leur voler, leur bafouer, elle arrive jusque dans nos assiettes, jusque dans nos vêtements, jusque dans nos meubles. Donc c'est difficile, c'est pas pour nous culpabiliser que je dis ça. C'est vraiment parce que eux nous disent, voilà, repensez à ça s'il vous plaît. Et ils nous disent aussi que malgré tout, ils ont envie de tendre la main aux citoyens occidentaux. Et ils disent, voilà, avec la solidarité et l'amour, on pourra construire un autre monde. Merci. Moi, je voudrais terminer cette soirée un peu mystique par un petit moment poétique en partageant un poème qu'on m'avait demandé d'écrire en fait un jour lorsque il y a beaucoup de ces rites-là, en fait, comme les griots en fait, ou des kassalas, on appelle ça en Afrique, c'est l'auto-louange. Et moi, dans cette singularité-là, en fait, je l'avais appelé la plume. Et je voulais terminer en fait cette soirée-là par ce poème-là qui va de la manière suivante. Je suis une plume. Je suis la plume, celle qui brille, si sublime, si subtile dans la brume, la culture qui structure en musique le futur. Je suis une plume, je suis la plume, et même si j'ai perdu d'aventures quelques-unes, subjugué l'amertume, parfumé quelques prunes, je suis sûr qu'il suffit d'en avoir seulement une pour toucher la beauté de l'éclair de la lune. Je suis une plume, je suis la plume, le bonheur dans ses vers et la paix dans l'enclume, telle une flamme qui rallume l'étincelle d'une humaine plénitude. Je suis une plume, nous sommes la plume. L'écriture est magique. Si une fois dans nos vers est coutume, donc faisons plume jusqu'au bout de la lune. Je suis une plume, nous sommes la plume. Chers amis, bienvenue. Notre cœur révélera notre plus belle fortune entre progéniture et nos projets futurs, car au final des étoiles qui scintillent dans la brume, j'en conclus que notre âme est commune. Merci beaucoup et très belle soirée. Merci à vous d'être venus et merci à vous encore une fois. Merci à toi.